Merci, Monsieur le Président. Mes chers amis. C'est toujours un plaisir de se retrouver ici dans le pays frère qui est le Maroc. Pour être le plus up-to-date possible, j'ai pris les publications qui sont sorties à partir de septembre 2018. Donc voilà, la présentation va être scindée en 4 chapitres, c'est-à-dire cholangiocarcinome intrahépatique, périhilaire, vésicule biliaire et les cholangiocarcinomes distaux. Donc, pour les cholangiocarcinomes intrahépatiques, j'ai pris ce papier qui nous vient du Japon où il propose une nouvelle classification qui scinde finalement les cholangiocarcinomes intrahépatiques en 3 types. Ceux qui se développent sur les larges canaux biliaires, les petits canaux biliaires et les canaux ductulaires. Alors, 37 patients de cholangiocarcinome intrahépatique développés sur des petites voies biliaires et 26 sur des voies biliaires ductulaires, c'est-à-dire plus petites. Et donc, sur le plan pronostic, on voit que le pronostic des cholangiocarcinomes intrahépatiques ductulaires est meilleur d'une manière significative. Peut-être qu'il faudrait donc regarder les différences histopathologiques et pronostiques entre ces deux groupes et prendre en considération cette nouvelle classification qui nous vient du Japon. Alors, le débat dans les cholangiocarcinomes intrahépatiques se fait toujours sur le fait de réséquer ou pas quand il y a une grosse tumeur et une petite tumeur à côté, voire deux. Donc c'est une série de 12 centres experts qui a colligé plus de 1000 malades où ils ont établi 2 définitions. Les cholangiocarcinomes intrahépatiques avec lésions multiples, c'est-à-dire ils ont inclus des cholangiocarcinomes avec un nodule satellite, voire une métastase sur un autre segment, et une deuxième définition des cholangiocarcinomes avec oligométastase, c'est-à-dire une seule métastase en extra-digestif. Et qu'est-ce que ça donne? Sur le plan pronostic, on voit clairement que quand on a une seule lésion, c'est-à-dire la seule lésion mère, le pronostic est meilleur. Quand il y a une seule lésion plus un nodule satellite ou une métastase sur un autre segment qui a été réséqué, le pronostic se rapproche de la lésion unique. Par contre, dès qu'on a plus de 2 lésions, le pronostic est effondré clairement. Et bien sûr, c'est significatif. Par contre, quand il y a une métastase en extradigestif, clairement, le pronostic est beaucoup plus mauvais. Et en analyse multivariée, qu'est-ce qu'il en ressort? Bien sûr, toujours la résection R1, le fait d'avoir des ganglions positifs, la taille tumorale supérieure à 5 cm et quand il y a plus de 2 lésions. Et il conclut par dire que finalement, la présence de 28% de survie à 5 ans ne permet pas de contre-indiquer la chirurgie s'il y a uniquement 2 lésions, c'est-à-dire une grosse lésion avec éventuellement un nodule phi, et plutôt s'accorder sur la définition de lésions multiples, c'est-à-dire nodule phi ou métastase. Alors, deuxième papier qui a colligé près de 800 malades qui s'est intéressé finalement au body mass index dans le cholangiocarcinome intrahépatique. Ils ont scindé ces malades en 3 groupes, un BMI normal, un BMI en surpoids et 15% d'obèses. La comparaison des 3 groupes avait des différences significatives dans le score ASA, dans l'invasion biliaire et dans le type de résection hépatique qui était bien sûr moindre chez l'obèse. L'existence de NASH n'a pas été analysée dans ce papier. Et qu'est-ce qu'il en ressort en multivarié? Bien sûr, quand il y avait un BMI élevé, un âge élevé, la présence de ganglions positifs était de moins bon pronostic. Et aussi, un truc particulier, c'est que pour les Asiatiques qui avaient un BMI élevé, le pronostic était plus mauvais. Et ça se voit sur la courbe de survie où on voit que quand il y a un BMI normal, le pronostic était meilleur. Et quand le BMI était élevé, le pronostic était moins bon. Et a fortiori pour la population asiatique. Quand le BMI était analysé comme variable continue, il existe une augmentation du risque de récidive de 16% et le risque est d'autant plus élevé chez la population asiatique. Et ici, un papier qui nous vient de Beaujean
qui a regardé particulièrement le syndrome métabolique chez 115 cholangiocarcinomes intrahépatiques réséqués, où ils ont scindé ça en deux groupes, syndrome métabolique présent ou absent. Pour les patients qui avaient un syndrome métabolique présent, il y avait 60% de non-alcoolique fatty liver disease et 25% de NASH. Et quand on compare les deux groupes de malades, on voit clairement qu'il y avait beaucoup plus de complications cardio-respiratoires majeures dans le groupe syndrome métabolique, beaucoup plus de complications mineures et majeures selon Clavien et Dindo, et la mortalité était équivalente dans les deux groupes. Sauf que, paradoxalement, pour la survie sans récidive, le syndrome métabolique ressortait comme facteur protecteur. En analyse multivariée, la récidive, pour la récidive, ce qui ressortait, c'était la résection majeure, la taille supérieure à 5 cm, la présence d'invasion périneurale et de nodules satellites. Le syndrome métabolique se ressortait comme facteur protecteur et paradoxalement n'était pas associé à une augmentation de la survie globale. Par contre, ce qui est clair, c'est que le syndrome métabolique ressortait comme étant facteur majeur de complications cardio-respiratoires et de complications post-opératoires. La conclusion du papier était que 35% des syndromes métaboliques étaient retrouvés dans les cholangiocarcinomes intrahépatiques réséqués avec une mortalité élevée. Et on a aussi, sur ce papier, regardé l'impact de la sarcopénie sur la chirurgie et le pronostic du cholangiocarcinome intrahépatique. Je vous rappelle que la sarcopénie a été décrite en 1989. Elle est calculée sur un scanner à hauteur de L3. On calculait donc le diamètre du muscle psoas. 61 patients colligés, donc scindés en deux groupes, sarcopénie présente et sarcopénie absente. Les patients sarcopéniques étaient volontiers plus âgés, volontiers avec un taux d'albumine bas, volontiers avec une CRP 1CA19,9 plus élevée d'une manière significative. Qu'en est-il pour la survie? En survie globale et sans récidive, bien sûr, les patients sarcopéniques avaient un moins bon pronostic. Finalement, il fallait donc en tenir compte parce que ça ressortait comme facteur majeur en multivarié et qu'il fallait intégrer une préparation nutritionnelle et de la sarcopénie pour le choix de la stratégie thérapeutique. Finalement, aussi, dans ce papier, qui est un papier chinois unicentrique rétrospectif qui a colligé près de 700 patients, ils ont regardé si la résection anatomique d'un carcinome plutôt un cholangiocarcinome intrahépatique était moins bonne ou meilleure qu'une résection non anatomique et quel en était l'impact sur le pronostic et la survie. Donc un peu plus de 300 patients par groupe. Et là, clairement, en survie globale et en survie sans récidive, on voit que la résection anatomique, comme dans le CHC, ressortait comme étant de meilleurs pronostics. Sauf que, quand ils ont fait l'analyse multivariée, ils ont ressorti que la CE élevé, le CA19,9 élevé, la présence de tumeurs multiples et aussi l'infiltration ganglionnaire étaient de mauvais pronostics, ainsi que la résection anatomique. Mais quand ils ont regardé en sous-groupe, ce qu'ils ont ressorti, c'est que finalement les stades 1A, c'est-à-dire précoces, les petites tumeurs, et les stades 3 volontiers avec un N+, ne bénéficiaient pas, il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes. Il conclut par dire que la résection anatomique était de meilleurs pronostics pour les 1B et 2 qui n'avaient pas d'invasion vasculaire. Et il suggère que finalement pour les petites tumeurs, il suffisait d'avoir une résection R0, même si elle était non anatomique. Pour les stades 3, finalement, l'agressivité tumorale fait que le facteur N+, devient plus déterminant pour le pronostic que le type de résection. Deuxième chapitre, on passe au cholangiocarcinome périhilaire. Et là, généralement, c'est des patients qui vont se présenter avec ictère.
Et cet essai clinique hollandais s'est proposé finalement de regarder si le drainage biliaire externe était supérieur au drainage biliaire endoscopique sur les complications relatives au drainage. C'est un essai multicentrique randomisé de 4 centres, qui a commencé en 2013 à 2016. Ils ont inclus tous les cholangiocarcinomes périhilaires avec un objectif de résection R0 sans infiltration artérielle, avec un volume du foie restant supérieur à 30% et un taux de bilirubine total supérieur à 50 micromoles. La chirurgie a été faite 4 à 6 semaines après le drainage et le endpoint, c'était les complications post-opératoires à J90. Donc, il y avait beaucoup d'espoir sur cet essai clinique, sauf que malheureusement, l'essai a été arrêté à l'analyse intermédiaire pour une cause de mortalité prohibitive du drainage biliaire externe. Pour réséquer ces malades, comme l'a dit tout à l'heure Eric, il faut aussi du volume. Ici, c'est un papier qui a regardé finalement l'intérêt de la déprivation veineuse totale, c'est-à-dire une embolisation portale associée à une embolisation de la veine suisse hépatique associée au drainage biliaire. C'est un petit échantillon, mais ici sur ce petit échantillon, on voit clairement qu'il y a une augmentation du volume qui passe de 500 cc à 800 cc quand il y avait une déprivation veineuse totale, et surtout sur le plan pourcentage d'hypertrophie, ça passe de 30 à 67%, ce qui est vraiment pas négligeable. C'est un petit effectif, mais c'est une piste très encourageante qu'il fallait éventuellement adopter cette nouvelle technique pour avoir plus de volume et réséquer les malades en toute sécurité. Qu'en est-il de la morbimortalité des patients réséqués pour cholangiocarcinome périhilaire? Une méta-analyse hollandaise qui collige plus de 4500 patients sur 79 centres. La mortalité à J30 était de 5%, à J90 de 9%, avec une morbidité sévère de 40%. Qu'est-ce qu'il en ressortait quand ils ont comparé les centres occidentaux aux centres asiatiques? Il y avait plus de mortalité en Occident, à J30, à J90, et plus de mortalité en hospitalisation. Par contre, la durée de séjour était moindre en Occident qu'en Asie. Finalement, il conclut par dire que la morbimortalité était élevée pour les cholangiocarcinomes périhilaires, mais qu'il fallait donc standardiser le reporting, et la présence de meilleurs résultats pour les centres asiatiques suggérait qu'il fallait finalement regarder leur manière de travailler et adopter prise en charge. Tout ça pour dire que leur série, c'est la série de Nagoya, où ils ont regardé finalement s'il y avait intérêt à opérer et réséquer les patients octogénaires, c'est-à-dire plus de 80 ans. Il y en avait 40 sur la série et qui comporte plus de 600 patients. Le taux de résécabilité était similaire et la mortalité opératoire était faible, qui était de 2%. Et quand on regarde le sous-groupe de malades qui avaient plus de 80 ans, on remarque que le temps opératoire était plus faible, que la perte sanguine était plus faible, que la transfusion sanguine était plus faible et la mortalité était équivalente entre que le patient soit âgé de plus de 80 ans ou de moins de 80 ans. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme chirurgie, ces octogénaires? Ils ont eu des résections élargies, donc des hépatectomies majeures, avec des résections artérielles, des résections portes, et éventuellement il y avait indication. Pour la survie, eh bien, il n'y a aucune différence significative de survie sans récidive et de survie globale, que le patient soit âgé de moins de 80 ans, plus de 40 ans.
conclusion, tu fais exprès. Alors, donc, je disais, donc, la conclusion du papier de Nagoya dit que comme il y a une amélioration de l'espérance de vie, qu'on était de plus en plus amené à avoir des malades de plus en plus âgés, et quand la bien codifié, il n'y avait pas une surmortalité, et surtout un bénéfice sur la... Pareillement, l'équipe de Nagoya a regardé l'impact de la marge positive distale, c'est-à-dire vers le bas, quand il s'agit de cholangiocarcinome périhilaire, une série de plus de 500 patients qui ont eu donc une extemporanée de la marge distale. 484 étaient négatifs et sur 74, la marge était positive. Quand la marge était positive, il y avait donc une recoupe biliaire éventuelle, une duodénopancréatectomie céphalique, et chez 21 patients, il y a eu une abstention. Il y a eu une deuxième extemporanée chez 50 patients et une troisième chez 4 patients. Qu'en est-il de la survie globale? Clairement, les patients qui ont eu une DPC complémentaire avaient un meilleur pronostic que ceux qui ont juste eu une recoupe biliaire pour avoir un R0. Et aussi, les patients qui ont eu une recoupe biliaire avec un résultat R1 étaient significativement de meilleurs pronostics que les patients qui n'ont pas eu de résection complémentaire. Et quand on regarde les patients qui ont eu une résection R0 avec une DPC et qui ont de surcroît un statut ganglionnaire négatif, les patients étaient vivants à 5 ans. 9. En analyse multivariée, qu'est-ce qu'il ressort? Toujours ganglionnaire positif et la recoupe biliaire, ainsi que le fait de faire une DPC. En conclusion, il conclut qu'il fallait faire systématiquement une extemporanée sur la marge distale et qu'il fallait re-réséquer pour avoir une marge R0 et qu'il n'y avait pas un impact négatif sur la morbimortalité. Toujours, l'équipe de Nagoya, cette année, a sorti un autre papier sur Annals, qui a regardé, non seulement, cette fois-ci, la marge ductulaire, c'est-à-dire sur la marge biliaire, mais plutôt la marge radiaire ou la marge circonférentielle, avec une série de de près de 500 patients, avec un follow-up médian de 9 ans. Il y a eu des R1 chez 17% des patients, 37 ont été plutôt marge circonférentielle positive, 33 avaient une marge ductale positive et 15 avaient les deux en même temps. Donc on avait un total de 52 patients qui avaient une marge circonférentielle positive. Et si on regardait finalement ce groupe de 52 patients, il y avait volontiers une marge circonférentielle positive chez les patients qui ont eu une résection gauche, que ce soit sur la tranche de section hépatique ou bien sur le pédicule, c'est-à-dire sur la marge artérielle ou la marge veineuse quand il y avait association de résection artérielle ou veineuse. Qu'en est-il sur le pronostic? Clairement, les patients R0 étaient de meilleurs pronostics et la marge radiaire, finalement, devait être prise en considération à chaque fois que la résection était envisagée, et aussi ils ont tracé finalement les limites et le tracé de la résection idéale quand il fallait faire un cholangiocarcinome périhilaire et qu'il fallait s'atteler à avoir une résection R0, regarder toujours la marge circonférentielle parce qu'il y a un effet négatif sur la survie, et aussi connaître les plans de dissection et aller plutôt vers une trisectionnectomie pour avoir des résections. Alors, tout ça, c'était pour les cholangiocarcinomes périhilaires. Au cancer de la vésicule biliaire, là, j'ai mis juste 2 papiers. Le premier,
l'objectif était réduit, mais l'idée est intéressante. Tout le monde sait que depuis 2015, que le cancer de la vésicule biliaire T2 était scindé en T2A et en T2B. T2A, c'est-à-dire versant péritonéal, T2B, versant hépatique, et que le pronostic était significativement meilleur pour les cancers de la vésicule biliaire avec versant péritonéal. Et là, sur la survie des patients qui ont eu une bisegmentectomie complémentaire quand il s'agissait de T2, les patients qui avaient uniquement une bisegmentectomie, plutôt un curage ganglionnaire, ou bien les patients qui ont eu une bisegmentectomie et un curage, le pronostic était identique, et cela suggérait finalement que comme l'infiltration hépatique était moindre dans les T2, peut-être qu'il fallait plus faire de bisegmentectomie pour les T2. C'est une piste à explorer. Le deuxième papier concernant le cancer de la vésicule biliaire s'intéresse à la présence d'ictères. Tout le monde sait que l'ictère est un facteur de mauvais pronostic pour les cancers de la vésicule biliaire. Cette méta-analyse s'est intéressée finalement à cet aspect de la chose. Et sur 168 études, 7 ont été retenues pour la méta-analyse. Qu'est-ce qu'il en ressort? Sur le plan résécabilité, l'ictère, bien sûr, signifie une maladie plus avancée. La morbidité était plus importante en post-opératoire, plus de fuite biliaire, plus d'insuffisance hépatocellulaire parce qu'on faisait des résections élargies quand il y avait un ictère. Et la survie globale s'en trouve, bien sûr, amoindrie quand il y avait un ictère. La conclusion du papier était que la présence d'ictère ne devait pas recuser systématiquement le patient porteur de cancer de la vésicule biliaire ictérique, mais qu'il fallait plutôt une évaluation particulière dans des centres tertiaires pour obtenir une résection R0 volontiers chez des patients plus jeunes sans comorbidité. Je passe au dernier chapitre de ma présentation qui est le cholangiocarcinome distal. Là, c'est un papier sur registre hollandais qui a colligé plus de 1300 patients réséqués, sur patients porteurs de cholangiocarcinome distal. L'incidence en Hollande de ce cancer était de 0,5 à 0,9 pour 100 000 habitants. Il y a eu 620 résections, pratiquement du 50% de résécabilité. 17% des patients avaient un âge de plus de 75 ans. 70% de R0. La durée de séjour post-opératoire était d'environ 13 jours. Mortalité à 90 jours, 7%. 7% de chimio adjuvante. Et en médiane de survie pour les patients réséqués était de 22 mois à 5 ans. Contre 6 mois pour les patients qui n'ont pas été réséqués parce qu'ils étaient localement avancés ou métastatiques. Qu'est-ce qui ressort en multivarié? C'était la tumeur avancée, le statut ganglionnaire positif, le type peu différencié et la résection R1. Alors, ici, ce papier a regardé l'influence de la transfusion périopératoire dans le cholangiocarcinome distal, papier multicentrique américain qui a colligé plus de 300 malades ayant un cholangiocarcinome distal. Et ici, on voit clairement que les patients qui ont eu une transfusion en périopératoire avaient plus saigné, il y avait plus de patients réséqués en R1, la tumeur était significativement plus grosse, il y avait plus de complications majeures post-opératoires quand il y avait eu transfusion périopératoire, et aussi une durée de séjour hospitalière plus longue. Finalement, qu'est-ce qui ressort multivarié? C'est la présence de résection portale, de transfusion et de complications majeures. Et qu'en est-il en survie sans récidive et en survie globale? On voit que les patients qui ont eu une transfusion périopératoire avaient un moins bon pronostic, mais par contre, les patients qui ont eu juste
transfusion d'un seul culot, leur pronostic se rapprochait des patients n'ayant pas été transfusés et qu'il fallait finalement trouver des alternatives à la transfusion en préparant en préopératoire chez les patients des transfusions de plutôt préparer du sang autologue et il fallait les supplémenter en fer pour éviter éventuellement transfusion périopératoire. Qu'en est-il de la marge sur la voie vers le haut quand il s'agit de cholangiocarcinome distal? Près de 200 patients traités par DPC, la marge longitudinale était regardée, elle était classée en R0, en R1, R1 invasif, suite à des extemporanés et aussi de recours. Le taux de R0 est passé de 80 à 90% quand il y avait recoupe biliaire et aussi sur le plan pronostic, les patients qui ont eu une extemporanée négative avaient un excellent pronostic. Alors, en analyse multivariée, ce qui sortait, donc la marge longitudinale était facteur indépendant et qu'il fallait arriver finalement à la résection R0 dans les limites des possibilités techniques. Alors, dernière plaque, cela fait discuter la chimiothérapie adjuvante dans les cancers biliaires. C'est l'essai BILCAP qui a été publié cette année, où il randomise en deux groupes chimiothérapie à base de capecitabine versus chirurgie seule. Et là, en intention de traiter, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Par contre, après ajustement, il y avait significativement une amélioration quand on mettait de la capecitabine, sauf que la critique de l'article, la durée de l'inclusion était longue, il y avait une grande hétérogénéité dans les inclusions en matière de chirurgie de biologie tumorale, il y avait 40% de R1 et en conclusion, l'objectif principal en intention de traiter n'a pas été atteint, sauf que les auteurs suggèrent qu'il fallait mettre de la capecitabine en adjuvant pour les cancers biliaires. Et je vous remercie.